notre conférence sur la certification forestière. Alors, Luc Boutillier est économiste forestier, politologue et ingénieur forestier. Il enseigne depuis 39 ans, dont 30 à titre de professeur régulier au département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval. Ses efforts académiques au cours de la dernière décennie ont été dirigés vers les domaines de la politique forestière et de l'évaluation environnementale. Chercheur membre de l'Institut sur l'environnement, le développement et la société, l'IEDS, de l'Université Laval, et au Centre de recherche sur les innovations sociales, avec l'acronyme CRISE, de l'UQAM. Ses travaux actuels portent sur la participation du public à la gestion du territoire forestier, des communautés forestières, la bioénergie dans le contexte des changements climatiques, ainsi que sur l'intégration des préoccupations autochtones en foresterie. Commentateur assidu de l'actualité forestière canadienne dans les médias, il a un intérêt particulier pour la Suède. Il s'est mérité la médaille d'or de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec en 2011 pour sa contribution à l'avancement et au rayonnement de la profession tout au long de sa carrière. Donc, je vais laisser la parole à M. Boutillier. C'est à vous. Merci, Julie. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a des gens d'ascendance acadienne dans la salle? Un petit peu. Ben, ma famille, mais moi, j'ai... Oui, oui, ben c'est pour ça que j'ai pris le mot ascendance. Bonne fête. On a dit, c'est parce que c'est la fête nationale des Acadiens aujourd'hui. Les Boutilliers, c'est plus compliqué. Non, on ne rentrera pas là-dedans. D'une certaine façon, mais pas tout à fait. On a parlé de conférences. J'aimerais plus que vous voyiez ça comme une causerie. C'est-à-dire que je vais ouvrir toutes sortes de portes, là, puis si ça vous tente d'entrer, bien, vous entrez. Puis comment on va faire pour se rendre au bout, je ne le sais pas. On va improviser. On va faire avec. Je sais que c'est la dernière présentation d'une semaine qui a été, enfin de 3 jours qui ont été chargés, copieux. Et puis en plus, on fait ça le matin, là, ça part raide un peu. Ça dépend, pas dans mon cas. Alors, on va examiner la question de la certification. Un terme à coucher dehors, mais vous allez voir, c'est peut-être là où vous êtes personnellement concerné. Et ça me fait plaisir de commencer ma 40e année d'enseignement avec vous autres, parce qu'en septembre prochain, ça va être ma 40e rentrée comme prof. Et j'ai toujours pas l'intention de lâcher. C'est peut-être pas fin pour les plus jeunes, là, mais... On manque de relève, Luc. Fait que c'est correct, regarde. Mais, et puis l'idée, l'énergie est moins là, fait qu'il y a de la place pour les plus jeunes, là. OK, commençons. Alors, voyons voir. Habituellement, je ne suis pas bien bon avec la technologie. La forêt, on va mettre les choses en place. Et souvent, quand on parle de forêt, puis qu'on s'adresse à ce qu'on appelle le grand public, et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, non, le grand public, ça n'existe pas. Il existe des publics. Comme par exemple, là, vous êtes des enseignants primaires, secondaires, surtout de la région de Québec? Non? Oui? Oui. Alors, c'est un public bien particulier. Et c'est pour ça que il faut... je ne vous apprendrai rien là-dedans, là. Il faut ajuster son message en fonction du public. Le grand public, ça n'existe pas. Cependant, quand il est question de présenter le secteur forestier à des gens soi-disant non initiés, on y va toujours avec l'économique. Hein? Par exemple, en 2018, 7,4 milliards de contributions au PIB québécois. C'est important, l'industrie forestière, 306 usines, 60 000 emplois. Bon, c'est des gros chiffres.
Là, je vais attirer votre attention sur l'image, qui n'est pas innocente. Hein? La forêt, c'est des arbres, c'est du bois, des billes de bois, du bois qui a été coupé. Bien, tout dans les derniers 3 jours, là, j'espère qu'on vous a montré que c'était un peu plus que ça. Et une fois qu'on a dit ça, bien, c'est important d'aller au-delà. Alors, allons-y au-delà. Bon, d'abord, de quoi ça a l'air, le territoire forestier? On vous l'a probablement expliqué à l'échelle québécoise, hein, les 85 millions d'hectares, dont 45 millions qui représentent la forêt commerciale. Bon, ben, on peut reprendre le même portrait à l'échelle canadienne. Là, c'est 347 millions d'hectares. En fait, pratiquement 350 millions d'hectares. Et ce qui est intéressant ici, c'est pour ça que je parle de territoire convoité. Les insectes, dans les dernières années, en ont mangé à peu près 5 % par année. C'est considérable, là. C'est 17 millions d'hectares, 18 millions d'hectares. Les feux en ont brûlé. On a surtout entendu parler des feux, parce que ça, c'est très spectaculaire. Tu sais, un insecte qui ruge, là, c'est spectaculaire quand il est trop tard. Mais c'est très insidieux. Les opérations forestières, à peu près 800 000 hectares par année à l'échelle canadienne. Alors, ça met les choses en perspective. Et pour tous ces gens qui disent qu'il y a de la déforestation au pays, ben, c'est pas tout à fait vrai. 34 000 hectares, puis c'est pas de la déforestation... c'est de la déforestation qui est faite pour des changements d'affectation. Des autoroutes, des lignes électriques. Il y a encore du défrichement. C'est pour ça qu'on a mis une ferme. C'est un peu abusif comme image, là. Il y a encore du défrichement pour agrandir les terres agricoles. Alors, tout ça, ça met les choses en perspective et ça montre que la récolte forestière, évidemment, 800 000 hectares, c'est grand. C'est très grand. Mais là, ça pose une autre question. C'est bien beau ces chiffres-là, là, mais c'est quoi un hectare? Hein? De quoi ça a l'air un hectare? Bien, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Ça ne veut rien dire, ça non plus. OK. Parlons de terrain de soccer. Ah là, ça commence à vouloir dire quelque chose. Et j'ai l'habitude de dire, écoutez, quand un hectare, ça représente à peu près un terrain de soccer. Oh, ça, c'est gentil. Merci. C'est pas tout à fait vrai. Un terrain de soccer, c'est à peu près 3/4 d'hectare. Mais néanmoins, si vous avez l'image du terrain de soccer, là, cette affaire-là a un sens. Et là, on réalise que c'est grand. Et là, on réalise que tant le Québec que le Canada, ce sont des contrées forestières. Et que dans notre culture, on a un petit peu échappé ça. Et la façon de rattraper ça, de revivre cette idée de culture forestière, bien, c'est certainement en ayant des profs qui sont en contact avec des élèves au primaire et au secondaire qui vont être capables d'utiliser cette culture forestière à même leurs activités. On l'a dit, je suis un grand fan de la Suède, puis pas pour les Suédoises. Quoique, oui. Hein? Mais une des grandes forces de la Suède, c'est qu'ils ont le programme Skogen i skolen, la forêt à l'école. Et toutes les activités d'apprentissage des maths, de la langue, de la physique, de la chimie, de l'éducation physique, il y a toujours une coloration forestière et c'est prévu de la prématernelle jusqu'à l'entrée de l'université.
c'est assez extraordinaire. Puis après ça, on se demande comment ça fait que les Suédois sont les premiers de classe. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais ça, c'est un autre sujet. On s'en reparlera à travers la télé communautaire. Tiens. Alors, c'est important de réaliser la grandeur de notre territoire, de réaliser que ça fait partie de notre histoire. Et pour que ça fasse partie de notre histoire, ça doit parler au quotidien. Et ça commence avec la notion d'hectare. OK. Petite comparaison. Le Canada est le 3e plus grand pays forestier au monde. On a les 5. Alors, le premier, c'est la Russie. Donc, la forêt boréale, c'est très important. Russie, Brésil, l'Amazonie, c'est très important. Ensuite, les États-Unis et la Chine. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, là. Mais disons que il y a quelques années, dans plusieurs pays, on dénonçait les pratiques forestières canadiennes en parlant du Brésil du Nord. L'Amazonie du Nord, ça se passe en Colombie-Britannique. Là, c'est en train, la chose revient, puis ça se déplace vers l'Est. Sauf que là, cette fois-ci, on a quelque chose pour parer l'affaire, c'est la certification de l'aménagement forestier durable. On a des pratiques d'aménagement forestier durable depuis une vingtaine d'années, et ça, c'est reconnu. Et c'est un peu ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ce que ça dit ici, c'est que des 350 millions d'hectares de forêt canadienne, bon, il y en a à peu près la moitié qui sont certifiés. Pour une raison bien simple, c'est que, et qu'on vous a probablement expliqué dans le contexte québécois, on a à peu près 85 millions d'hectares de forêt, de territoire forestier, mais c'est à peu près la moitié de ça qui permet une récolte durable. C'est-à-dire que si on va couper un arbre, il y a espérance qu'il va revenir en dedans de 80 ans. Alors, c'est cette histoire de... Puis comme on en a grand, puis qu'on n'a pas besoin de couper tout en même temps, bien, l'année où on va chercher un morceau de forêt pour répondre à nos besoins de développement économique, bien, avant qu'on repasse à cet endroit-là, ça va avoir le temps de repousser. Mais ça, on ne peut pas faire ça partout. On comprendra bien que à 250 km au nord de Chibougamau, bien, il y en a des arbres, des gros arbres, il y en a quelques-uns, mais si on les coupe, bien, là, ça va prendre, si tout va bien, 400-500 ans avant de revenir. Pas vraiment durable, ça. Ça, c'est plus proche de l'industrie minière que de la foresterie. Alors, c'est pour ça qu'on a séparé la forêt en deux. Il y a la partie commerciale et à toute fin pratique, elle est certifiée dans l'ensemble canadien. L'aspect humain, bon, je vous ai parlé des emplois, des contributions au PIB. Retenons que un peu plus de 200 000 emplois, surtout dans les produits du bois. L'industrie des pâtes et papiers, ça demeure très important, même si on consomme moins de papier, puis l'avenir n'est pas là. L'avenir est dans les bioproduits. Mais les produits du bois, ça, c'est très important. 17 % en forêt. Et puis, 7 % de gens qui travaillent à l'Association forestière, qui travaillent au ministère, qui travaillent à l'adversité, tous ces gens qu'on dit faire du soutien. Je vois que la présence féminine est importante. Alors, j'ai pensé à vous. Les femmes dans l'industrie forestière, c'est un phénomène nouveau. Bon, je suis un vieux monsieur, là, quand je suis diplômé, quand j'ai obtenu mon diplôme en génie forestier, nous étions 143, il y avait 5 femmes. Aujourd'hui, c'est pratiquement le tiers.
de nos ingénieurs forestiers qui sont des femmes. Et dans l'industrie forestière, ça représente à peu près 17 de la main-d'œuvre, 23 en forêt, 77 en usine. Alors, il y a... et ça fait partie de la solution. Et je ne dis pas ça pour vous flatter dans le sens du poil. Maintenant, ça, c'est la perspective de l'académicien. Hein? L'académicien, c'est quelqu'un qui fly haut, au-dessus de la réalité. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, la forêt? Et ça, c'est important. Probablement que c'est, surtout après avoir passé quelques jours à Duchesnay, c'est des beaux paysages. C'est là où on va connecter avec la nature. Et dans toutes les statistiques que je vous ai présentées, j'en ai pas parlé de ça. Alors que c'est fondamental si on veut imaginer une foresterie qui tient compte des humains. Cette idée de beauté du paysage qui fait vivre des expériences culturelles. Ça, c'est le mont Katahdin dans le Maine. Il y a peut-être des randonneurs dans le groupe. C'est un endroit formidable. Sauf pour les orignaux, les pauvres orignaux qui fréquentent cette montagne-là. Il y en a beaucoup, mais ils font dur. Ils sont meg, là, et attaqués par les tiques. Mais cette idée que la forêt nous inspire une appropriation culturelle, nous donne un sens. Appropriation de la nature dans notre culture pour qu'on vive autrement, c'est fondamental. Et peut-être que pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est aussi les animaux qui habitent la forêt. Au Québec, le gros enjeu par les temps qui courent, c'est le caribou. Le caribou forestier, on pourra peut-être en parler si vous voulez. Là, j'ouvre la porte. J'espère qu'on vous en a parlé dans les derniers jours. Pas beaucoup? Parce que c'est un énorme enjeu en politique forestière. Donc, il y a une multiplicité de valeurs. Et, on a parlé de caribou, oui, conserver la biodiversité, concevoir une foresterie qui non seulement produit de la richesse économique, mais qui conserve la biodiversité, qui réduit l'empreinte humaine. Cette idée d'empreinte sur l'environnement. Alors là, on a deux enjeux environnementaux qui se recoupent. On va creuser ça un petit peu dans quelques instants. Accueillir la culture autochtone, c'est un autre défi. Je les fréquente depuis très longtemps. D'ailleurs, oncle Luc aurait tellement de belles aventures à vous raconter. Mais là, pour les gens qui m'entendent pour plusieurs fois, ils vont dire « il radote ». Et puis, pour vous autres, ça risque de me faire dérailler. Mais, encore une fois, j'ouvre la porte. Et vous avez eu, avec Jean-Michel Baudouin hier, je crois, une espèce d'introduction. Écoutez, on a 45 communautés autochtones. 41 communautés autochtones. Il y en a 35 qui sont au beau milieu de la forêt. Donc, c'est certain qu'il y a quelque chose dans leur culture, il y a quelque chose à apprendre sur la façon dont ils occupent le territoire. Et dans mes statistiques tout à l'heure, on disait, oui, 6 de la main-d'œuvre forestière est autochtone. Au Québec, on est en retard là-dessus. On est plus proche du 2 Alors, c'est un enjeu particulier. Mais ce n'est pas juste de leur donner des emplois. C'est pas ça le défi. C'est un défi, mais ce n'est pas ça le gros défi. Le gros défi, c'est d'essayer de comprendre leur relation avec la forêt de manière à ce qu'on conçoive la foresterie autrement. Et ça, c'est pas évident. Si Jean-Michel est parvenu à vous faire comprendre ça, il a réussi.
Mais encore une fois, j'ouvre la porte, vous pourrez entrer n'importe quand. Et ça, c'est un enjeu qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est ce qui fait que je suis en foresterie. Cette idée que la forêt, c'est une activité très décentralisée. Et ben, on a 140 quelques communautés au Québec pour qui la foresterie, c'est l'activité principale. La récolte d'arbres, le transport d'arbres, la transformation des arbres, la sylviculture pour faciliter le renouvellement des arbres, les activités récréo-sportives qui nécessitent une ambiance forestière. Et là, on s'aperçoit qu'il y a deux autres phénomènes là, qui viennent enrichir la vitalité des communautés. C'est que la villégiature devient importante à cause du milieu forestier et à tous ces gens qui aspirent à Liberté 55, vous aurez compris que ce n'est pas vraiment mon rêve. Parce que je suis libre quand je viens vous parler. Enseigner, c'est formidable. Tiens, première digression. Connaissez-vous le proverbe chinois qui nous dit quand est-ce qu'une personne humaine est accomplie? Quand elle a écrit un livre. Quand elle a éduqué un enfant. Ah, là, ça nous touche quelque chose. Et quand elle a planté un arbre. Ah, et c'est vrai. Je suis le PhD. Hein? Vous savez la vraie signification de PhD? Hein? Permanent Head Damaged. Et donc, j'ai écrit une thèse, puis j'écris. Donc, ça, c'est... oui, j'ai deux formidables garçons. Je suis une vocation tardive. Et ça, quand on parle de développement durable, là, quand on entrevoit cette notion-là à travers les yeux des enfants, ça vous ancre dans la réalité et ça vous force à essayer d'être meilleur. Mais planter des arbres, c'est dur! Les gens qui sont dans ce métier-là, ils ont toute mon admiration. Mais que c'est satisfaisant, surtout quand tu repasses 10, 20, 30 ans plus tard, puis que tu vois que le petit semis est devenu grand. Et ça donne un sens à la vie. Et je vous racontais tout ça parce qu'on se rend compte que les retraités reviennent dans les milieux ruraux. Plusieurs reviennent, parfois parce qu'ils sont nés, mais souvent pour aller chercher plus de quiétude et que cette quiétude, elle est associée à l'ambiance forestière. Donc, quand on fait de la foresterie, il faut avoir tout ça à l'esprit. Pas juste l'activité économique. Quoique, il y a des liens entre tout ça. Bon, là, vous allez dire, mais où c'est qu'il s'en va? Il a parlé de certification, puis là, on est rendu dans les valeurs. Je pourrais creuser sur l'ensemble de ces choses-là. Je vais creuser celle-là parce que c'est la plus urgente et ça va nous ramener à notre sujet. Vous savez qu'il y a un peu plus, tout juste un an, on a franchi le seuil à ne pas dépasser en termes de quantité de CO2 dans l'atmosphère. On a la barrière, le seuil, là, pour pas qu'il y ait trop, pour pas que ça brasse trop, c'était 400 ppm. On l'a franchi le 12 août 2018, puis on est toujours au plus proche de 420 ppm par année. J'ai essayé de trouver un chiffre plus récent, là, mais ce n'est pas encore sorti. Alors, c'est un peu inquiétant parce que, entre autres, ça explique pas pourquoi il y a des ouragans. Ça, il y en a toujours eu. Mais ils sont plus nombreux et plus durs. Et par exemple, vous vous souvenez peut-être de l'ouragan Harvey. Houston, là, c'est pas particulièrement un endroit sous-développé, là. Hein? Ils ont été arrosés d'aplomb avec beaucoup de vent. 100 000 maisons qui ont disparu. 100 000 maisons, c'est pas rien.
Et puis, vous vous souvenez peut-être que qu'en novembre dernier, il y a eu des gros feux. Il y en a toujours eu des feux, mais là, ils sont plus intenses. Et pourquoi ça? Bien, parce qu'il y a plus de sécheresse. Et pourquoi y a-t-il plus de sécheresse? À cause des changements climatiques. Et des sécheresses plus intenses. Donc, il y a un énorme enjeu là, qui nous touche tous dans notre quotidien. Et le rapport du groupe intergouvernemental sur l'étude du climat, le fameux GIEC, qui est sorti la semaine dernière, nous dit, bien, écoutez, le rapport le plus récent, nous dit, si vous voulez vraiment vous attaquer au changement climatique, bien, mangez moins de viande. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire facilement. Et moi, je vais en rajouter une couche aujourd'hui en disant, consommer des produits forestiers. Parce que la forêt, un arbre, là, essentiellement, la dynamique d'un arbre, c'est pour pousser, il respire du CO2, puis il rejette de l'oxygène. Donc, lui, il siphonne le CO2. En fait, c'est pas compliqué. Pour 1 tonne de bois, on séquestre 1 tonne de gaz de CO2, de gaz à effet de serre de carbone. Alors ça, c'est intéressant. Évidemment, ce n'est pas consommer plus de produits forestiers, ce n'est pas faire pousser plus d'arbres. C'est pas ça qui va enrayer, atténuer à 100 % les changements climatiques. Il faut changer nos modes de vie, puis c'est un peu ça qu'on nous rappelait en disant, bien, mangez moins de viande, si possible, n'en mangez pas.